Le but de cette capsule est de vous partager mes connaissances sur la stratégie pédagogique du casse-tête. Tout au long de cette présentation, je vais répondre aux questions que les enseignants se posent avant d'adhérer à une stratégie pédagogique. Donc, on se questionne généralement à savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser, quand l'utiliser, quels en sont les avantages, quels sont les obstacles possibles que je vais rencontrer, comment je dois m'y prendre, d'où ça vient et puis où trouver plus d'informations. En premier lieu, je vais vous faire un résumé de cette stratégie afin que vous puissiez vous faire une idée générale et par la suite, je vais l'explorer plus en détail en vous présentant les éléments qui sont pertinents à partager. La stratégie du casse-tête est utilisée dans une situation d'apprentissage où les apprenants sont amenés à collaborer en assemblant, comme un casse-tête, le contenu d'un apprentissage réalisé et préalablement segmenté par le formateur selon une intention pédagogique. Chaque apprenant devient expert d'une connaissance spécifique qu'il doit enseigner à ses pairs. Donc, l'apprenant occupe un rôle actif. Il doit s'engager et collaborer afin de partager son expertise. Tout comme un casse-tête, chaque morceau est essentiel afin de parvenir à un résultat final achevé. Cette stratégie favorise l'appropriation de la transmission des connaissances chez les apprenants. Cette stratégie a vu le jour pour la première fois en 1971 aux États-Unis par M. Elliot Aronson. Comme enseignant, il était confronté à une situation où les jeunes de différentes ethnies qui ne se connaissaient pas et qui devaient se côtoyer en classe nourrissaient malheureusement de l'hostilité, les uns envers les autres. Le but de cette stratégie était de favoriser la coopération en la rendant nécessaire ou indispensable au travail de groupe. Il voulait que les apprenants développent leurs responsabilités individuelles en leur faisant réaliser qu'ils devaient répondre de leurs actions en étant garants d'un apprentissage à diffuser. J'expliquerai plus en détail ce que ça veut dire. Il désirait également faire naître une interdépendance positive afin de cultiver des liens sociaux qui favorisent l'empathie et l'altruisme, autant pour les autres que par lui-même. Finalement, il voulait diminuer l'aspect compétitif qui règne trop souvent en classe pour offrir un milieu d'apprentissage favorable et moins anxiogène. La stratégie du casse-tête, on peut la trouver sous différentes appellations. La principale, la plus populaire, qui était le nom à l'origine, c'est la stratégie Jigsaw, également nommée puzzle, en français casse-tête, mais aussi on peut la trouver sous la dénomination de racine carrée. Au départ, la stratégie du casse-tête était toujours appliquée de la même manière. L'enseignant divisait un texte en sections, sous-titres ou chapitres selon les habiletés des apprenants et en partageait une partie dans chaque groupe d'experts. L'enseignant demandait en premier aux élèves de lire le texte seul. À ce moment, on peut appliquer les stratégies de lecture qui ont déjà été apprises en classe. Ensuite, il demandait aux élèves de se regrouper dans leur équipe d'experts afin de discuter de leur compréhension du texte lu. Une fois l'information validée, les experts allaient se joindre à un autre groupe et partageaient ces connaissances nouvellement acquises au reste du groupe. Cette stratégie s'avérait surtout utile pour des apprentissages de connaissances factuelles, déclaratives et métacognitives. L'illustration suivante nous permet de mieux visualiser comment ça se déroulait. Donc, on voit ici au centre un livre, la lecture. Donc, la première façon de faire, c'était de discuter au sujet d'une partie d'un texte lu, de partager, de valider la compréhension. Donc, les élèves qui avaient lu le même bout de texte se rassemblent ensemble, discutent et puis s'assurent d'avoir bien compris le texte. L'enseignant circule pour lui aussi, de son côté, s'assurer que tout fonctionne bien. Une fois que c'est fait, on demande aux élèves de se diviser
et d'aller rejoindre un autre groupe. On peut voir dans l'illustration que les groupes sont constitués de différents éléments du casse-tête. Donc, chacun amène son nouvel apprentissage qui était acquis précédemment et le partage. Ici, les experts ont un rôle d'enseignant, donc ils doivent diffuser leurs apprentissages aux autres élèves qui constituent le groupe. Évidemment, comme toute stratégie, elle a aussi évolué. Aujourd'hui, la stratégie du casse-tête est utilisée comme une macro-stratégie puisqu'elle permet d'organiser les grandes étapes du déroulement d'un cours. Son utilisation s'arrime dorénavant avec une panoplie de stratégies pédagogiques. C'est pas le choix qui manque. De plus, elle permet d'apprendre des connaissances comme à la première version factuelle, conceptuelle et métacognitive, mais aussi des connaissances procédurales. Cette stratégie offre des occasions favorables pour travailler des habiletés de haut niveau, comme la taxonomie de Bloom. Elle est souvent utilisée lors d'une pédagogie active où l'enseignant souhaite engager davantage les apprenants. Son utilisation est plus fréquente dans les milieux postsecondaires. Cependant, elle fait de plus en plus d'adeptes à l'école primaire et secondaire. Lorsqu'on utilise la stratégie du casse-tête, de façon implicite, automatique, certaines stratégies vont venir s'imbriquer. Donc, on parle d'apprentissage par découverte, que ce soit par la lecture d'un texte ou de faire une recherche sur le web, l'apprentissage coopératif, l'enseignement réciproque, la discussion, le résumé, les questions des apprenants, la prise de notes et l'exposé inversé. On peut voir qu'à la première étape, avec une version actualisée, ce n'est plus un livre qu'on retrouve au centre, mais bien des élèves qui semblent faire une recherche, une découverte. Donc, à cette étape, les experts apprennent en équipe, partagent et valident leur compréhension. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs manières de concevoir les équipes. Souvent, on va suggérer de faire des équipes hétérogènes, ce qui est bien. Toutefois, à la première étape, c'est une belle occasion pour faire de la différenciation pédagogique. Donc, on peut former les équipes, sans les nommer évidemment. Donc, si on avait par exemple les 4 équipes, l'équipe verte sur l'illustration pourrait être les élèves plus doués, les élèves plus habiles dans la notion qui est travaillée. Je pourrais mettre les équipes bleues et jaunes, des équipes moyennes, et puis garder la rose pour y insérer les élèves qui ont des défis plus grands. Je donne un exemple. Si par exemple, je voulais travailler la classe des mots, bien l'équipe verte, mes élèves un peu plus habiles avec le français par exemple, je pourrais leur demander d'aller découvrir les mots invariables qu'on retrouve dans une phrase, comme la conjonction, la préposition et puis l'adverbe. Les élèves qui sont dans le bleu, le jaune, on pourrait y aller avec une notion qui est quand même moyenne dans le niveau de difficulté, comme de travailler le verbe ou bien l'adjectif. Je garderais pour le groupe, l'équipe en rose, de travailler le nom, qui est une notion qui est quand même vue dès le début de la scolarité. Donc, de cette façon-là, je peux m'assurer que chaque apprenant peut prendre sa place. Souvent, on a un élève plus habile qui va prendre le lead ou qui va se le faire donner. Donc, les élèves qui sont moins sûrs de leurs compétences ont tendance à se retirer et laisser plus de place aux élèves qui considèrent bon. En se regroupant comme ça, ce que ça donne comme avantage, c'est qu'on peut aussi permettre d'offrir un guidage, un soutien qui est variable. Par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est de préparer une trousse avec un outil technologique. Là, maintenant que c'est tout à fait disponible, par exemple, un Walklet ou un Padlet, c'est un genre de petite pochette, comme un genre de dossier numérique où on va aller inclure des liens, insérer des liens pour les élèves puissent faire une recherche sans aller naviguer nécessairement dans tout l'Internet. Donc, pour mes élèves plus forts, mon équipe verte, soit je pourrais les laisser juste aller dans Internet découvrir, mais je pourrais aussi sélectionner des textes d'une certaine difficulté, des capsules vidéo à visionner, des activités à réaliser selon leur niveau. Pour l'équipe en rose, par exemple, je pourrais mettre des textes plus faciles
Je sélectionnais aussi des capsules, un plus grand nombre de capsules que j'ai visionnées à l'avance qui seraient simples. Donc, de cette façon, chaque apprenant a l'opportunité de se sentir compétent en relevant un défi qui se situe dans sa zone proximale de développement. Puis, ce qui est intéressant à cette étape-ci, c'est qu'on peut y aller avec une variété de notions. Ça peut être le français, les mathématiques, les sciences, etc. Il y a même un enseignant en éducation physique qui l'utilise avec ses élèves. Pour ma part, je sais que cette stratégie-là a été utilisée souvent en présentiel, mais cette année, j'ai l'occasion d'enseigner en 5e année en virtuel à temps plein. Donc, nous avons expérimenté cette stratégie-là et puis, comme c'était ma première expérience et puis on était à distance, donc plusieurs défis, j'ai choisi d'utiliser une activité plus ludique, comme le codage. Donc, nous avons expérimenté le logiciel Scratch en virtuel en utilisant la stratégie du casse-tête. Lorsqu'on est à la première étape, il y a encore là plusieurs choix de stratégies à imbriquer. Donc, on pourrait demander à nos élèves de partir pour l'apprentissage par découverte de différentes manières avec différents outils. On pourrait les laisser libres, mais on pourrait aussi la guider. On peut proposer aux élèves de compléter des fiches de lecture pour s'assurer qu'ils ont bien compris un texte ou une recherche, de laisser des traces avec un journal de bord ou avec une carte conceptuelle, d'aller visionner des tutoriels, de s'offrir entre eux une rétroaction formative, utiliser l'exemple, la pratique, les exercices, manipuler en mathématiques ou en sciences, faire un débat en éthique, etc. À la deuxième étape, les apprenants font comme la première méthode qui a été présentée au départ, c'est-à-dire qu'on forme des nouvelles équipes, puis on vient partager à tour de rôle nos nouvelles connaissances qu'on a acquises précédemment en jouant un rôle d'enseignant. Encore une fois, on peut y imbriquer des stratégies comme le journal de bord, la démonstration. Par exemple, lorsque j'ai fait mon projet codage avec mes élèves, bien, les élèves, une fois qu'ils avaient appris à utiliser un outil de codage, la majorité ont spontanément fait une démonstration pour que les autres puissent voir qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils allaient leur apprendre. Ensuite, ils les ont fait manipuler pour qu'eux aussi, de leur côté, expérimentent l'outil. Donc, il y a eu évidemment les questions des apprenants, ils se sont pratiqués. On aurait pu faire une carte conceptuelle, ils ont discuté. On aurait pu présenter un cas résolu, une étude de cas, de la résolution de problèmes et encore beaucoup d'autres stratégies. Les avantages possibles. Bien, on nomme beaucoup dans plusieurs lectures l'amélioration de l'estime de soi. Dans le sens où l'élève a un rôle très important, c'est-à-dire qu'il va devoir partager une notion que les autres n'ont pas. Même si l'élève se retrouvait dans une équipe homogène plus faible ou plus forte, mais de un ou de l'autre, tous ont besoin du morceau. Donc, quand on veut assembler un casse-tête, s'il manque une pièce, mais on n'a pas le casse-tête à la fin. Donc, chaque morceau, chaque élève a son importance. Donc, ça se veut une stratégie valorisante et motivante. Elle suscite l'engagement dans une tâche. Elle permet de structurer les connaissances. Donc, avant d'aller expliquer aux autres élèves ce qu'on a appris, mais l'enfant n'a pas le choix ou l'apprenant n'a pas le choix de se l'organiser dans sa tête. Donc, ça contribue à l'intégration des connaissances. Ça offre une occasion favorable de développer l'autonomie, augmente le sentiment de compétence. Ça améliore aussi le sentiment d'acceptation au groupe ou le sentiment d'appartenance. Il est possible d'y travailler les valeurs humaines comme la bienveillance, l'entraide, le respect. C'est aussi une opportunité pour améliorer les compétences transversales comme la collaboration, les méthodes de travail, etc. Évidemment, il n'y a pas que du beau quand on travaille une stratégie. Il est normal d'y rencontrer des problèmes. Donc, les problèmes qui semblent être plus fréquents, c'est la partie que l'apprenant va prendre. Il y a certains élèves qui ont de la difficulté à prendre leur place, d'autres, au contraire, à en laisser.
La tâche peut s'avérer difficile, surtout si les stratégies imbriquées n'ont pas été enseignées avant. Cette stratégie exige beaucoup de temps pour l'enseignant qui se l'approprie, mais c'est comme n'importe quoi, au début c'est plus exigeant, mais à force de le faire, on prend de la confiance, on prend de l'assurance et de l'expérience, puis ça devient de plus en plus agréable. Les apprenants n'ont pas l'habitude de travailler de cette manière, donc c'est nouveau, et certains élèves peuvent devenir un peu plus anxieux. Je pense entre autres aux élèves qui font de l'anxiété de performance et qui sont habitués d'avoir un guidage très soutenu, de se faire dire étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3 pour arriver au but final. Tandis que là, on lui demande d'aller explorer, on lui laisse plus de liberté. C'est lui qui est responsable de ses apprentissages et ne dépend pas juste de l'enseignant. Il dépend aussi de ses collègues, de ses pairs. Donc ça peut amener à l'occasion du stress. Une des solutions possibles lorsqu'on veut résoudre ces problèmes-là, c'est tout simplement d'aller travailler les stratégies d'avance, celles qui sont imbriquées. Dans la stratégie casse-tête, le rôle de l'enseignant est un peu différent. Il est davantage un guide. Pour le reste, c'est similaire. Il conçoit les scénarios d'apprentissage, prépare le matériel et l'adapte au contexte. Il offre de la rétroaction, idéalement régulièrement. Il enseigne les stratégies utilisées qui sont imbriquées dans la stratégie même. Il forme les groupes de manière optimale, selon l'intention de travail. Il assure du bon déroulement de l'activité. Je vous propose aussi quelques conseils pratiques pour l'utilisation de cette stratégie-là. Il peut être idéal de débuter par des stratégies, des activités de coopération plus brèves, parce que les élèves ne sont pas nécessairement habitués. Évidemment, on voit selon le contexte et selon ce que les apprenants ont déjà travaillé dans les années précédentes. C'est important d'enseigner les stratégies qui seront imbriquées dans le scénario pédagogique, ou du moins de s'assurer qu'elles sont comprises. D'instaurer un climat de classe respectueux, d'offrir de la rétroaction à plusieurs étapes de l'activité, offrir un soutien plus soutenu aux élèves qui en ont besoin, surtout être patient et persévérer. Je vous propose une ressource pour vos conceptions pédagogiques. Le Wikipédia propose, entre autres, une banque de stratégies pédagogiques qui peuvent vous inspirer au moment d'imbriquer les stratégies à celles du casse-tête. C'est d'ailleurs à cet endroit que j'ai découvert la stratégie du casse-tête. Je vous propose aussi d'autres références utiles pour en savoir plus. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Je suis persuadée que vos apprenants et vous allez apprécier et en redemander.